J'ai travaillé à l'ANSSI donc depuis 2007, même si en 2007 ça ne s'appelait pas l'ANSSI, ça s'appelait la DCSSI. Ça a changé en 2009 et l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, et a pour rôle principal la prévention et la réaction aux attaques dans tout ce qui est système d'information en France. Alors évidemment, les gens pour qui on travaille prioritairement, c'est les ministères et toute la sphère publique, mais on s'intéresse aussi aux OIV, organismes d'importance vitale. Donc ça, ce sont des entreprises ou des acteurs publics dont en fait la défaillance aurait un impact important vital même sur les activités de la nation. Et puis, au-delà de ces sphères, on essaye aussi de parler un peu à tout le monde, que ce soit les collectivités territoriales, les entreprises, voire même le grand public sur certains aspects. Donc aujourd'hui, l'ANSSI, c'est environ 500 personnes, alors un petit peu plus, et on a un certain nombre de missions donc, qui se répartissent dans différentes sous-directions. Il y a des sous-directions, je ne vais pas tout expliquer, mais il y en a une qui est un peu connue aujourd'hui, puisque c'est ce que j'appelle les pompiers de la SSI, c'est le COSI, le centre opérationnel. Donc ça, c'est vraiment les gens qui vont réagir quand il y a une attaque quelque part, qui vont pouvoir déployer des personnes. C'est aussi eux qui font les audits de sécurité pour s'assurer que les ministères, par exemple, conservent leur système d'information dans un état de sécurité adéquat. Et puis, je vais parler un tout petit peu de SDE, puisque c'est la sous-direction dans laquelle j'évolue depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est la sous-direction expertise, dans laquelle on va retrouver d'une part les laboratoires, où j'ai fait une partie de mon passage à l'ANSSI, et le centre de formation, dont je suis aujourd'hui responsable. C'est un centre de formation donc, qui est essentiellement destiné à former les agents du public. Donc l'activité principale, et je parle souvent d'activité traditionnelle, c'est de dispenser des cours donc à Paris, dans les locaux qui sont dans le 15e arrondissement, aux fonctionnaires et aux militaires français. On a une petite particularité, c'est qu'on n'a pas de formateur en propre. Donc ça, c'est un choix qui a été fait, c'est que nos sujets, on considère qu'ils sont suffisamment, on va dire, spécifiques. On a assez peu de formation généraliste. On est vraiment sur des aspects, je donne quelques exemples après, où on a besoin de spécialistes. Et on a fait le choix d'aller chercher les gens dont c'est le métier. Donc, en particulier, des gens qui viennent à 80% de l'ANSSI elle-même. Alors, des exemples dans le catalogue de formation qu'on peut trouver. Donc, on propose un peu plus de 20, 25, je crois, aujourd'hui, à peu près, stages courts, qui représentent 1800 personnes qui passent dans nos locaux par an. Et alors, ça va d'une journée, par exemple, il y a le panorama de la SSI, on explique un petit peu ce que c'est que la sécurité des systèmes d'information. On a également des formations sur quelques jours, et ça peut aller jusqu'à une vingtaine de jours pour la cryptologie. On a également à notre catalogue une formation longue, donc c'est une formation de 13 mois, 7 mois de cours, 6 mois de stage, qui mène à un titre RNCP de niveau 1, c'est la formation SI, expert en sécurité des systèmes d'information, dont on va dire l'objectif en fait se décline en 3 morceaux, c'est une vision technique et large de la sécurité, la curiosité et la rigueur comme principe, donc ça c'est vraiment des choses qu'on met en avant, et l'objectif aussi c'est que les gens sachent comprendre les problèmes, mais sachent aussi les exprimer et convaincre un conseiller de ce qu'il faut prendre comme décision. Le CFSSI, au-delà de cette activité traditionnelle, et c'est ce qui me mène un peu ici aujourd'hui, a développé un certain nombre de dispositifs depuis 2013 pour étendre le champ de nos activités, puisque la formation en présentiel à Paris et pour le secteur public, bon, ça reste, même si c'est important, ça reste un segment de la formation en sécurité du numérique. Et donc on s'est posé la question de comment aller au-delà de cette activité traditionnelle. Le premier dispositif qui a été lancé, c'est en 2013, ça s'appelle CyberEdu, évidemment on va en reparler dans un instant, dont l'objectif était d'intégrer la sécurité numérique dans les formations d'informatique. Et puis, plus récemment, il y a eu 2 dispositifs qui ont été lancés. SecNumEdu, dont l'objectif est de labelliser les formations de spécialistes en sécurité numérique. Donc là, il y a une grosse différence entre CyberEdu et SecNumEdu. CyberEdu, on prend des gens qui font de l'informatique, mais qui ne sont pas des spécialistes en sécurité, et on intègre de la sécurité. Alors que le deuxième, SecNumEdu, a vocation à labelliser les formations de spécialistes. Et puis, à peu près en même temps que SecNumEdu, les travaux autour de notre MOOC ont commencé. Donc SecNum Academy, qui a été publié pour le premier module en mai 2017 et qui a vu son dernier module à ce jour, donc le 4e, publié la semaine dernière.
Donc ça, c'était pour les présentations, peut-être un petit peu long. Je vais maintenant vous présenter un petit peu quelques éléments qui touchent à la sécurité numérique et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qu'on a envie de prendre en compte dans un certain nombre de formations, et en particulier dans les formations liées au développement. Alors on peut partir d'un premier exemple le plus récent qui donc, a touché beaucoup de gens dans le monde au printemps dernier. C'est le problème des rançongiciels. Alors là, en l'occurrence, celui-là, c'est WannaCry, dont vous avez sans doute entendu parler. Et c'est un problème extrêmement généralisé qui touchait beaucoup de monde et en fait qui venait d'une vulnérabilité critique dans Windows. Mais ça, c'est ça qui est intéressant, c'est sur un service qui n'aurait jamais dû être exposé, puisque c'était quelque chose qui n'avait pas vocation à être partagé à l'extérieur d'un système d'information. Et ça, c'est plus embêtant, pour lequel un correctif existait depuis mars. Donc ça veut dire qu'on se rend compte que la sécurité semble être un échec, puisqu'on a un problème de sécurité qui a été identifié, qui a été corrigé en mars, sur un service qui n'est pas censé être accessible à l'extérieur, et pourtant, eh bien, ça a bien marché, puisque le verre a pu se répandre assez largement. Donc ça, c'est premier élément pour dire, oui, ça c'est un sujet aujourd'hui d'actualité. Comment est-ce qu'on fait pour répondre à ça? Là, je vais donner quelques exemples. Ce n'est pas que pour vous faire peur, mais pour montrer un petit peu que ça touche à tout un tas de secteurs différents. Puisque là, on était sur de l'informatique, un système d'information assez classique avec WannaCry. Bon, maintenant, on va voir qu'il y a de l'informatique partout. Donc, il y en a évidemment dans votre voiture. Bon, peut-être pas toutes les voitures, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont encore des voitures qui sont âgées, et donc qui n'ont pas la chance d'avoir un téléphone sur roue. Mais aujourd'hui, une voiture, c'est essentiellement un téléphone avec 4 roues. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de capacités de calcul, il y a beaucoup de capacités de communication, et il y a des gens qui ont montré, donc là c'est en 2015, mais il y a des travaux antérieurs, il y a des travaux depuis, qui montrent que, en fait, cette voiture, elle est connectée, et donc on peut en prendre le contrôle à distance. Et le problème, c'est juste tout un tas de services qui écoutent sur Internet, donc là encore un problème d'exposition large, et qui sont bourrés de vulnérabilités parce qu'ils n'ont jamais été audités ou regardés de ce point de vue-là. Bon, évidemment, j'ai pas pris l'exemple de la voiture, mais aujourd'hui, des choses connectées, il y en a de plus en plus. On peut parler des avions, on peut parler des usines. L'avantage des avions, c'est qu'il y a un certain nombre de réglementations et de normes qui existent qui font qu'on n'est pas tout à fait dans la même situation que dans les voitures, heureusement. Mais voilà, la prise de conscience, elle est en train d'arriver dans certains secteurs, alors heureusement, elle avait été prise en compte plus tôt dans d'autres. Donc voilà, aujourd'hui, le logiciel, il est présent partout. Il y a des vulnérabilités et il n'y a pas forcément cette prise de conscience que le développeur est responsable. Il a une responsabilité pour assurer la sécurité. Bon, ça, c'est un autre exemple, on remonte un peu dans le passé, d'une autre vulnérabilité qui a été assez médiatisée. Donc ça concernait une bibliothèque assez connue dans le milieu qui est OpenSSL, donc qui est notamment responsable de gérer toutes les connexions HTTP, TLS et donc HTTPS sur beaucoup de sites. Et le problème, il était assez simple, un bête débordement de tampons. On va aller chercher des informations au-delà du tampon et on les renvoie à l'utilisateur qui nous l'a demandé très gentiment. Donc ça permet une fuite de données des applications, enfin des données applicatives au niveau HTTP de manière complètement discrète et tout ça sans faire planter de programme, sans faire, enfin voilà, vraiment de manière discrète et très facile à exploiter. Donc c'est une faille qui a été très médiatisée. Hein. Bon, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé sur le fait que est-ce que c'était vraiment nécessaire, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a eu beaucoup de discussions autour de là, et encore une fois, on est sur une faille logicielle qui, en plus, celle-là est vraiment la plus bête, une des plus bêtes failles qui peut exister. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en plus, on revient toujours à cette histoire d'exposition, c'est que la fonctionnalité qui a été visée par la vulnérabilité, elle n'est pas du tout utilisée en pratique. Donc ça, c'est un peu triste, mais c'est quelque chose qui était implémenté et activé par défaut dans OpenSSL. Bon, voilà, on peut récupérer des morceaux de mémoire du serveur grâce à cette vulnérabilité. Alors, ça, c'est une question que j'aime me poser. Alors maintenant, évidemment, on commence à être un peu... 4 ans, ça fait 4 ans, on a peut-être oublié, mais il s'est passé autre chose le 8 avril 2014 en sécurité qui a eu un impact assez dément, on va dire, en 2017, alors que ça n'aurait pas dû. C'est que le 8 avril 2014, c'est la fin du support de Windows XP. Donc depuis le 8 avril 2014, Windows XP ne reçoit plus de mise à jour de sécurité, à l'exception pour WannaCry, parce qu'ils ont fait une exception. Mais globalement, ça, c'est une information qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément en tête, mais qui a des répercussions beaucoup plus importantes
dans le monde que Heartbleed. Bon, c'est aussi pour parler de montrer qu'il y a aussi ces choses-là à prendre en compte, le cycle de vie des systèmes et des outils qu'on utilise. J'ai un petit peu avancé, mais ça c'est un autre exemple qu'on rencontre aussi quand on parle de sécurité dans le monde tout ce qui touche à l'informatique. C'est un pan qu'on a, on va dire, découvert assez récemment, c'est qu'il existe des systèmes industriels dans le monde et qu'en fait, depuis un certain temps, on les connecte de plus en plus. Donc ces systèmes qui étaient, je dis pas sécurisés, mais qui vivaient dans leur coin avec des protocoles à eux et qui avaient finalement, de fait, une complexité pour les aborder importante. Aujourd'hui, en fait, tout ça c'est de l'IP, tout ça c'est connecté, c'est interconnecté, plus ou moins, mais en gros, on retrouve les mêmes technologies que partout ailleurs. Donc ça fait encore un champ dans lequel la sécurité de l'informatique classique va tout de suite trouver un écho. Donc c'était en l'occurrence, l'objectif des attaquants était de manipuler les automates qui géraient les centrifugeuses pour les faire tourner à des vitesses de rotation qui les abîmaient, en gros, qui les rendaient, enfin qui les cassaient, tout en remontant des informations comme quoi tout allait bien. Bon, donc là on était sur des logiciels qui n'étaient pas du tout sécurisés et en fait sur lesquels il n'y avait pas de problème avant parce que l'accessibilité était beaucoup plus compliquée. Ça c'est juste un autre point que j'aime bien signaler sur cet exemple-là. Évidemment, les centrifugeuses iraniennes, elles n'étaient pas directement connectées à Internet. Mais en fait, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce n'est pas parce que ce n'est pas connecté à Internet qu'il n'y a pas de lien avec tout un tas d'autres systèmes d'information. À un moment, quelqu'un va connecter une clé USB, par exemple. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a une isolation au niveau du réseau que cette isolation, elle est parfaite. Bon. Je crois que c'est le dernier champ dans lequel je vais vous donner des éléments pour vous faire encore un peu peur. C'est la santé et la sécurité. Il y a eu un certain nombre de publications depuis des années sur le fait que les pacemakers, aujourd'hui, de plus en plus sont connectés. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que souvent on dit connecté, ah, c'est pas bien, c'est dangereux, etc., la sécurité, etc. Oui, il y a quand même un intérêt aussi à avoir un pacemaker connecté, c'est que derrière, ça veut dire que quand on veut faire un réglage, on n'est pas obligé d'opérer la personne, ce qui aussi peut être vu comme un gain. Mais bon, soit. Donc on a des pacemakers connectés. Et en fait, aujourd'hui, on peut se poser la question de leur sécurité sur certains aspects, notamment le fait qu'on puisse les faire papoter. On peut se connecter à eux juste en rejouant des trames. Bon, peut-être qu'on peut faire tomber la vie de la batterie juste avec ça. Il y a des gens qui ont montré que sur certains modèles, c'était possible. C'est tellement vu comme une menace réaliste qu'il y a un ancien vice-président des États-Unis à qui on a suggéré fortement, la NSA a suggéré fortement qu'il repasse sur le billard, justement pour les désactiver, ces interfaces. Bon, au passage, pour ceux d'entre vous qui regardent certaines séries américaines, cet exemple a été utilisé dans une série il y a 3-4 ans. Il y a d'autres choses, d'autres endroits où en fait en santé il y a des soucis. Le fait qu'on fasse des erreurs en programmation, ça a un impact sur la vie humaine. Alors là, c'est un impact qui est de la sûreté de fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème de dosage parce qu'il y a un calcul qui était mal fait. Mais on pourrait très bien imaginer la même chose sur la sécurité, c'est-à-dire où un attaquant va modifier le comportement en vue de nuire. Voilà. Donc globalement, tout ça pour dire qu'il y a tout un tas de domaines dans lesquels l'informatique s'immisce, et en particulier tout ce qui est logiciel, le développement. Voilà. Donc aujourd'hui, l'informatique, et en particulier le logiciel, est présent partout. Voilà, c'est vraiment partout. On a des systèmes de plus en plus complexes, et on a des systèmes qui sont de plus en plus en relation avec le réel. On a parlé de santé, on a parlé d'avion, on a parlé de tout un tas de choses, et donc qui vont avoir un impact sur la vie humaine lorsqu'il y aura un souci. Donc ça, c'est vraiment un sujet que je commence, j'ai un module dans lequel je parle de développement orienté sécurité, et en fait, je fais tout ça pour expliquer aux gens que j'ai en face qu'à partir de maintenant, il faut qu'ils comprennent que si demain ils développent, ils ont une responsabilité. Ça fait partie des choses qu'ils doivent apprendre. On ne peut pas aujourd'hui développer sans avoir une notion de sécurité et sans prendre la mesure de ce qu'on fait. Oui, je l'ai passé le truc sur les caméras, mais en fait, c'est vrai même des gens qui font des choses qui n'ont rien à faire avec de la sécurité directement, parce que tout peut être réutilisé comme un moyen de monter des attaques ensuite. Alors, comment est-ce que maintenant on peut se protéger face à toutes ces menaces ? Bon, ça, c'est là qu'intervient Cyberadu, parce que nous, la première réponse qu'on peut avoir, c'est de dire qu'il faut des spécialistes. Et c'est important, il faut des gens dans le métier, s'asseoir, de réfléchir à comment on développe des produits de sécurité, comment est-ce qu'on architecture des systèmes d'information pour qu'ils soient naturellement sécurisés. Mais, et c'est là que c'est important, c'est pas suffisant.
comme je dis souvent, un spécialiste en sécurité, si face à lui, il a des hordes de développeurs et d'administrateurs qui font n'importe quoi, il a perdu, il a déjà perdu. Donc il faut que tous les acteurs, développeurs, administrateurs et autres du système d'information, soient conscients et soient de cette responsabilité et donc agissent un peu à leur niveau pour améliorer la sécurité. Donc ça, c'est l'objet de CyberEdu. Et donc la sécurité, c'est l'affaire de tous, et on peut le décliner, on va dire, en 3 niveaux. On peut le décliner en parlant des spécialistes. Donc ça, je vous en ai parlé chez nous, c'est l'objectif de SecNumEdu de mettre en avant les formations qui forment ces spécialistes. Alors SecNumEdu, c'est de la formation initiale, on est en train de développer la partie formation continue. Bon, s'ils veulent de la documentation et des guides techniques de l'ANSSI qui peuvent les y aider. Au-delà de ces spécialistes, il y a l'ensemble des acteurs du système d'information qui sont aussi très importants pour amener de la sécurité dans tout le système. Donc là, comment on leur parle? C'est CyberEdu notamment. Donc là, l'objectif, on va en reparler dans un instant, c'est d'intégrer la sécurité dans les formations du supérieur en informatique. Et puis, si on regarde le pendant, on va dire, documentaire, il y a des choses comme le guide d'hygiène de l'ANSSI qui permet de dire quelles sont les règles de base qui sont importantes à implémenter quand on gère un système d'information. Et puis, ça c'est l'étape d'après qui est plus compliquée à mener parce qu'à chaque fois qu'on descend, on est sur une population de plus en plus grande. Au-delà, c'est tous les utilisateurs de l'informatique, on va dire, et ça en fait, aujourd'hui, c'est tout le monde, c'est le grand public. Et on essaie en partie d'y répondre, notamment avec SecNum Academy, le MOOC, et puis sur la partie réactive avec ASIMA, qui est un GIP dont l'objectif est d'aider les gens à trouver des réponses quand ils ont eu une attaque informatique. Donc l'idée, c'est que vous avez un site cybermalveillance.gouv.fr sur lequel les gens peuvent trouver près de chez eux des prestataires capables de les interrompre. Alors, si on regarde un petit peu d'un point de vue sur le guide d'hygiène d'informatique, quels sont les morceaux choisis? Enfin, j'ai choisi quelques morceaux. Il y a des règles assez classiques, mais c'est pas parce que c'est des règles classiques et que ça va sans dire qu'il faut quand même pas le dire, parce que derrière, on se rend compte que c'est pas toujours fait, parce que ça demande du temps, ça demande un peu de connaissances. Et donc, il y a tout un tas d'endroits où les systèmes d'information ne mettent malheureusement pas en place ces mesures. La première, que j'aime beaucoup, mais qui est dans le guide d'hygiène informatique, alors c'était la première dans la première version du guide d'hygiène, je ne sais plus si ça n'a pas été modifié, mais c'était cartographier votre système. En fait, ça peut paraître complètement naïf, mais quand vous avez une entreprise un peu grosse qui a eu des rachats, qui a eu des tas de choses, vous n'avez parfois plus du tout conscience de ce que c'est que votre système d'information. Bon, c'est important quand même de le cartographier. Généralement, assez vite, on dit qu'il faut mettre à jour les systèmes et les logiciels. C'est réactif, mais ça permet déjà d'éviter WannaCry. Voilà, bon, après, il y a tous des aspects liés à la gestion des mots de passe et de l'authentification en général. La question des sauvegardes, là encore, qui peut avoir une résonance particulière quand on pense aux rançons logicielles. Voilà, la messagerie, etc. Donc il y en a 42 dans le nouveau guide d'hygiène informatique. Évidemment, je vous invite, c'est une saine lecture, je vous invite à y jeter un coup d'œil. Voilà. Donc maintenant, je vais parler plus précisément de CyberEdu, puisque je vais parler un petit peu de moi et de l'ANSSI, un petit peu de la sécurité et de quelques éléments de réponse. Maintenant, on va parler plus précisément de CyberEdu. Et donc, comme je le disais, le constat qui a été fait, c'est pas en 2013, c'est un petit peu avant, il y a eu un certain nombre de textes, c'était de dire que c'est compliqué de faire d'amener un système à un niveau de sécurité acceptable, et que l'expert ne peut pas tout faire. Il ne peut pas travailler contre des gens qui ne vont pas dans le bon sens. Donc, il faut les impliquer. Donc, la démarche, ça a été d'inciter, d'accompagner l'intégration de la SSI dans les formations, alors, au départ du supérieur en informatique. Et c'est comme ça que je le vends. Ça a un double intérêt, puisque c'est un intérêt pédagogique d'abord, parce que quand on fait de la sécurité en général, on est obligé de comprendre le domaine qu'on regarde. Voilà. C'est un très bon moyen d'aller amener les gens à gratter le système, le développement, le réseau, etc. Puis c'est un intérêt marketing, parce que comme je le dis aussi, c'est sexy. Donc ça permet parfois de garder éveiller certains élèves qui sinon n'auraient pas été très intéressés par le système Unix, les conventions du système de fichiers, etc. Là, on leur dit, ah oui, mais c'est pour vous montrer des choses en sécurité. Aujourd'hui, encore plus qu'il y a, donc à l'époque de CyberEdu, qu'il y a 5 ans, c'est un sujet en plus qui est sexy. Alors, quelques exemples concrets de ce qu'on entend quand on dit qu'est-ce qu'on souhaite en fait obtenir avec CyberEdu. Alors, l'exemple le plus classique que je donne, c'est expliquer qu'un administrateur réseau, ça serait vraiment bien qu'il sache qu'une adresse MAC, ça se modifie.
Encore une fois, ça c'est des choses, quand on en parle à des profs de réseau, ils disent mais bien sûr, tout le monde sait ça. Oui, mais il va falloir le dire à vos élèves à un moment, parce qu'ils y pensent pas forcément, et c'est dommage, parce que ça crée tout un mythe derrière, qui est, voilà, c'est ce genre de mythe qu'on veut casser. Bon. L'autre grand classique, hein, l'autre tarte à la crème, c'est ça serait bien qu'un développeur sait, mais dans n'importe quel langage où on manipule un peu la mémoire, mais qu'il ait une vague idée de ce que c'est qu'un buffer overflow. Qu'est-ce qui se passe quand on écrit au-delà de la fin du tampon qu'on a réservé? Bon, c'est plutôt une bonne idée, je trouve aussi. Bon, après, on peut continuer comme ça. Sur comment est-ce que sont stockés les mots de passe? Ça serait bien que les gens qui gèrent un système soient un petit peu au courant de comment sont stockés les mots de passe. Le développeur web, bon, bah, là, ça tarte à la crème à lui, bah, c'est l'injection SQL. Et encore une fois, hein, ça c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quand on en discute, quand on discute avec les profs, quand on a monté ça, les profs évidemment connaissaient tout ça. Mais ils n'avaient pas toujours l'idée d'en parler dans leurs cours parce qu'ils disaient bah, je ne fais pas de sécurité. Pourtant, c'est, encore une fois, aspect pédagogique et aspect marketing, c'est génial. Oui, alors ça c'est aussi un autre que j'aime bien, c'est d'expliquer que ça serait bien qu'un informaticien sache ce que c'est qu'un certificat électronique. Alors ça c'est assez particulier parce que il est arrivé dans des entretiens qu'on a fait passer que des gens qu'on reçoive nous expliquent qu'ils étaient spécialistes en IGC, c'est-à-dire qu'ils avaient déployé des infrastructures de gestion de clés, mais ils n'étaient pas capables de répondre à cette question. Donc c'est pour ça que je pense que c'est ce genre de vocabulaire minimal à connaître. Donc, quelques petites questions pour expliquer ce que c'est que l'esprit de sécurité. Qu'est-ce que c'est que se poser des questions autour de la sécurité? Ça, c'est issu d'un questionnaire dont on se sert pour des entretiens. Et on pose la question, voilà un certain nombre de commandes dans le monde Unix. Dites-nous lesquelles peuvent amener à la perte de données. Alors souvent, la réponse qu'on obtient, c'est RM, puisqu'effectivement. Mais sauf que le problème, c'est que les gens, là, ils ont pensé fonctionnel. Ils ont pensé, ils ont réinterprété la question comme quelle est la commande dont l'objet, dont la fonctionnalité, dont le but est de supprimer des fichiers, de supprimer des données. Alors qu'évidemment, quand on pense sécurité, il faut aller au-delà. Il faut se dire, OK, il y a l'objectif, mais il y a ce qui peut arriver par effet de bord, ce qui n'était pas forcément l'objectif. Et là, évidemment, si on fait MV ou CP et qu'on dit je veux copier un fichier A et lui donner, sous le nom B, si B existait, il est écrasé. Et ça, c'est cette différence, c'est la différence entre le fonctionnel et la sécurité. C'est se poser des questions qui ne sont pas directement liées à la fonctionnalité. Même question, on peut retrouver la même chose si on prend dans le développement, on explique à des étudiants, bon, écrivez-moi la spécification. Comment écrivez-vous une spécification pour dire je veux une fonction zip et une fonction unzip, donc de compression et de décompression de fichiers? D'un point de vue fonctionnel, la propriété que vous voulez, c'est quand je compresse un fichier et que je le décompresse, j'obtiens la même chose. Très bien. Bon, évidemment, la personne qui fait de la sécurité, qui a certes l'esprit mal tourné, va se dire oui, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai un truc qui n'est pas un résultat de la fonction de compression et que j'essaie de le décompresser? J'aimerais qu'il y ait une erreur, mais qu'il y ait une erreur qui soit maîtrisée. Parce qu'il y aura sans doute une erreur, mais si cette erreur n'est pas maîtrisée, et qu'elle mène, je ne sais pas, moi, par exemple, à un buffer overflow ou à d'autres cochonneries dans votre code, potentiellement, vous avez une attaque. Donc il faut aussi prendre en compte le fait que les cas qui ne sont pas prévus, il faut être capable d'y réagir correctement. Donc là encore, c'est la différence entre le fonctionnel, on vérifie que ce qui doit marcher, marche. Bon, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qui se passe quand les choses ne sont pas exactement comme elles devaient être? Et donc, une façon de résumer cet esprit pour penser la sécurité, je l'ai dit plusieurs fois, il faut penser au-delà du fonctionnel. Il ne faut pas juste se poser la question comment je mène ma mission. Il faut aussi se dire, OK, à un moment, je traite des entrées, par erreur ou par malveillance, peut-être que quelqu'un va m'envoyer des cochonneries. Moi, je ne sais pas pour vous, mais quand quelqu'un sur Internet, vous tombez sur un formulaire qui vous dit rentrez votre adresse, mais attention, hein, mettez pas d'apostrophe s'il vous plaît. Non, je veux dire, faut aussi prendre en compte que non, c'est côté l'application qu'il faut prendre en compte qu'il y aura un problème oui, s'il y a une apostrophe. Sachant que des fois, c'est pas écrit. L'autre point qui est important, c'est que, évidemment, je suis Annecy, donc nous, on a plutôt tendance à défendre. Hein. On fait de l'attaque dans le sens où on comprend les attaques, mais c'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est de défendre. Et défendre, c'est plus dur que l'attaquer, puisque quand on défend, il faut défendre sur tous les fronts et de manière cohérente. Donc, le fameux principe du maillon faible, sur une chaîne, l'attaquant qui est pas bête, il va aller plutôt s'attaquer au maillon le plus faible. Donc ça sert à rien de blinder un chaînon de votre chaîne si les autres sont faibles.
Ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours facile à entendre, mais aucune défense n'est parfaite. Donc on fait un métier qui est compliqué parce que voilà, il faut trouver des moyens de combiner des défenses pour essayer au mieux de couvrir un maximum de surface d'attaque. Ce qu'on appelle la défense en profondeur. Voilà. Il n'y a pas de défense parfaite, et donc faut l'accepter et du coup être capable d'essayer de combiner plusieurs mécanismes. Et en fait, de manière générale, on se pose beaucoup de questions en sécurité, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que on peut vraiment, je trouve, beaucoup s'amuser dans ce domaine-là, mais sans pouvoir toujours apporter de réponse, et en particulier, on peut généralement pas apporter de réponse générique. Là, je vais donner un exemple, par exemple, quand on parle de guide d'hygiène. Le guide d'hygiène, c'est la base, c'est-à-dire c'est les trucs effectivement que tout le monde va appliquer, qui vont marcher, enfin, qui vont s'appliquer essentiellement dans tous les cas. Mais dès que vous voulez un niveau de sécurité un peu plus élevé, il va falloir faire ce qu'on appelle une analyse de risque. C'est-à-dire qu'à un moment, vous posez la question, qu'est-ce que je veux protéger, de qui, et jusqu'à quel niveau je suppose que l'attaquant est capable de monter, on va dire, en termes de moyens financiers, de moyens humains, etc. Donc ça, c'est important. La sécurité, dès qu'on dépasse le niveau de l'hygiène, le niveau de la base, il va falloir se poser ces questions-là. Donc c'est très bien pour nous, parce que c'est-à-dire qu'on a du travail, mais c'est pas forcément simple à comprendre derrière. C'est-à-dire qu'il faut voir que la sécurité, c'est en général une question assez complexe. Alors maintenant, quelques éléments pour essayer de quand même proposer des réponses. La première, c'est éviter tout ce qui est complexe, hein, parce que ça, c'est vraiment une première chose. La complexité, c'est l'ennemi de la sécurité. Alors, on parle de réduction de la surface d'attaque. Le très bon exemple, c'est Heartbleed. On a rajouté des cochonneries dans OpenSSL qu'on n'a pas bien regardé, mais à la rigueur, c'est même pas ça le problème, c'est qu'on les a rajoutées alors que personne s'en servait. Donc c'était peut-être pas très utile. Et puis l'autre grand principe dont j'ai un petit peu parlé, c'est la défense en profondeur, qu'on peut décliner de cette manière-là, c'est dire non seulement il faut plusieurs mécanismes pour se protéger, mais en plus, c'est plusieurs mécanismes dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a de la prévention, c'est-à-dire avant qu'on soit attaqué, il faut éviter déjà que l'attaque prenne. Puis, voilà, il faut bloquer, il faut contenir, c'est-à-dire que quand il y a une attaque, ça serait bien qu'une fois que la personne est installée chez vous, qu'elle ne puisse pas aller n'importe où, et puis c'est pas parce que quelqu'un a reçu un mail avec une pièce jointe frauduleuse qu'il a cliqué dessus, ce serait bien que ça ne fasse pas tomber tout votre système d'information. Bon, ça c'est la première étape, on va dire plutôt la partie défense, et puis après, enfin la partie où on se protège, on va dire, parce que défense, on est plutôt quand on dit cyberdéfense, on pense plutôt justement à la partie réaction. Mais pour réagir, il faut déjà détecter. Donc ça, c'est aussi un élément qu'il faut prendre en compte. C'est une question que j'aime beaucoup poser en entretien à des gens qui ont eu une responsabilité dans le système d'information, c'est est-ce que vous avez déjà eu un incident de sécurité? Et souvent, le candidat m'explique mais non, jamais, bien sûr que non, on n'en a pas, il n'y a pas de souci. Puis quand vous posez la question d'après, et comment vous détectez les incidents, et qu'il vous dit je fais rien, vous vous rendez compte que, voilà, bon, les meilleurs, évidemment, se rendent compte de leur erreur à ce moment-là, hein, et disent, ah oui, j'ai dit une bêtise, là. Pas tous, malheureusement. Et une fois que vous avez détecté qu'il y a un problème, il faut savoir réagir, revenir à un état correct, donc réparer, en gros. Donc c'est une autre façon de voir la défense en profondeur. C'est pas que de dire, je vais couvrir le système de fichiers, l'OS, le réseau, etc. C'est aussi dans le temps. C'est un cycle à prendre en compte dans toute la vie de votre système. Et on en arrive donc à CyberEdu, cette idée vraiment d'inclure tous ces éléments-là, cette idée-là, d'essayer de la faire infuser dans les formations en informatique de non-spécialistes en sécurité. Alors, il y a une première phase de 2013 à 2016 qui a été portée intégralement par l'ANSSI, dans laquelle on a commandé un certain nombre de supports de cours, donc qui aujourd'hui sont en ligne sous une licence CC BY sur le site de l'ANSSI, et dans laquelle on a organisé des colloques à l'ANSSI au profit des enseignants. Donc ça permettait un peu de parler de ce genre de choses, discuter de ce qu'on voyait dans la sécurité, d'aller un peu plus en détail sur certains sujets comme le système, le réseau, la crypto, le développement, pour expliquer quels éléments pédagogiques on pensait utile d'intégrer. Et donc ces supports pédagogiques, voilà, il y a plusieurs choses. Donc, il y a un guide pédagogique, mais les ressources plus directement utilisables, c'est des planches de présentation pour un module de sensibilisation, et puis des fiches pédagogiques pour indiquer, voilà, si à un moment vous parlez de réseau, ça serait bien de faire manipuler Wireshark à vos étudiants pour qu'ils puissent capturer du réseau et voir ce qui circule en clair. Ça, c'est quelque chose aussi pareil quand on discute avec des enseignants. Ils nous disent, mais oui, c'est évident.
Quand on fait du HTTP, quand on fait du mail, par défaut, tout est en clair. Oui, mais si on ne l'a pas montré aux élèves, en fait, ils ne l'intègrent pas forcément. Alors, le problème de cette première phase, qui a été gérée par l'ANSSI, c'est que ça a été géré par l'ANSSI, donc c'est-à-dire qu'on intégrait assez peu les enseignants à cette démarche. Et puis, on avait un autre souci, c'est que l'ANSSI, c'est à Paris, et même si aujourd'hui on a quelques personnes qui sont projetées en région, globalement, on reste très parisien. Donc, pour ces raisons, on a essayé de construire une première communauté à partir des gens qui étaient venus au colloque à Paris. Donc, sur les 5 sessions, on avait une centaine de personnes, et l'avantage, c'est qu'elles étaient venues essentiellement de toute la France. Donc, on est parti de cette communauté pour construire une association qui a été créée en mai 2016, et donc dont on a la chance d'avoir une certaine représentativité sur le territoire métropolitain. Faut être quand même modeste. Voilà, on n'a pas eu beaucoup de gens au-delà du territoire métropolitain. Et dont les missions sont les suivantes. Maintenir à jour les documents existants, donc ça, et essayer d'en proposer de nouveaux. Donc ça, c'est une mission sur laquelle on n'a pas forcément avancé énormément pour l'instant, mais il y a eu des gens qui ont repris très récemment en se disant on va rajouter des choses. Alors l'exemple qu'ils m'ont donné, c'était le RGPD, parce qu'ils disent qu'il y a un règlement européen qui parle de données personnelles. Ça serait peut-être bien qu'on en parle dans les modules de sensibilisation. Deuxième mission, c'était proposer des colloques sur l'ensemble du territoire. On va voir que c'est quelque chose qui a un peu commencé maintenant, donc ça c'est bien. Offrir un forum d'échange entre spécialistes et non spécialistes de la sécurité. Bon, il y a quelques moyens de communication au sein de l'association. Labelliser des formations cyber-édu, je crois que j'en parle un petit peu après. Et puis, la question se posait aussi d'étendre le périmètre, puisque c'est très bien de parler des formations du supérieur en informatique, mais peut-être qu'on peut regarder un peu les deux termes, c'est-à-dire le côté formation en informatique et puis aller au-delà des formations initiales, comme on avait fait au départ. Alors, le premier bilan, donc ça c'était bilan plutôt fin 2017, c'est que côté colloque, on a enfin réussi à démarrer, c'est-à-dire que là on a une première journée à Poitiers qui s'est passée le 15 décembre, donc, ça c'était bien. Il aurait dû y avoir une journée le 22 mars à Colmar, mais le 22 mars, ça peut évoquer chez vous la date des grèves. Donc on a dû repousser, donc ça sera en juin. Et il y en a une autre qui est prévue en avril, mais croyez-le ou pas, c'est le 19 avril, donc la prochaine grève interprofessionnelle. On avait prévu avant, hein, je tiens à dire, c'est eux qui veulent, c'est eux qui nous en veulent. Non, mais donc on ne sait pas encore, mais elle va peut-être être décalée. Mais en tout cas, on a des rendez-vous qui sont prévus et on espère continuer sur cette lancée-là. Alors sur les labels, on a un objectif, c'était de référencer des formations qui intègrent des éléments de sécurité dans leur programme. On a émis un certain nombre de labels en novembre. On a des projets sur la labellisation, mais aujourd'hui, on va dire qu'on manque un peu de main-d'œuvre. Donc, on a démarré, mais on s'est un peu calmé tout de suite. Donc voilà, c'est un travail en cours. On va en reparler un tout petit peu avec l'AFPA, mais avec les aspects AFPA. Mais voilà, malheureusement, voilà, il faut attendre encore, à mon avis, un mois ou deux avant qu'on retrouve et qu'on remobilise les forces sur le sujet. Mais ça reste une des missions qu'on se donne avec l'association. Et ça, c'est quelque chose qui nous a été offert par l'AFPA, c'est l'extension à la formation continue, parce que, bon, ils nous remercient, et c'est très bien, c'est gentil, mais il faut être honnête, c'est vraiment eux qui ont fait tout le travail, puisqu'ils ont repris ce qu'on avait fait dans CyberEdu, et ils se sont dit, on va l'intégrer dans les référentiels de nos formations, de nos titres professionnels, touchant au développement et à l'administration, à l'infrastructure. Donc ça a mené à une convention avec l'AFPA fin octobre, je crois que j'en reparle un peu plus en détail après, et à l'intégration des aspects sécurité dans ces titres professionnels. J'en parle un peu plus en détail après. Voilà, très bien, nous y arrivons. Alors, l'historique, si on le refait, ça a commencé en printemps 2017 avec l'AFPA qui a entamé les premiers contacts avec le CFSSI, donc avec l'ANSSI. Puis, très vite, on a monté des réunions où on a intégré aussi CyberEdu, donc l'association. Et on s'est dit, c'est très bien, on va essayer de voir comment on peut intégrer, nous on est arrivé après, ils avaient déjà fait le travail, comment intégrer la sécurité au titre professionnel en informatique. Et donc l'objectif c'était les titres professionnels des filières infrastructure et développement. Donc à l'aide des ressources CyberEdu et des quelques échanges qu'on a pu apporter, ça a mené à l'intégration dans les référentiels qui ont été discutés dans tout un tas de réunions cet automne. Et vous le savez aussi bien que moi, ça concerne 4 titres, 2 liés au développement, donc concepteur et développeur d'applications
et le développeur web et web mobile. Donc ça, c'est les nouveaux titres tels qu'ils vont apparaître en 2000, donc août ou deuxième semestre 2018, en septembre 2018. Et puis, on en a aussi côté infrastructure, donc administrateur d'infrastructures sécurisées et technicien supérieur système et réseau, là aussi qui vont remplacer les titres actuels avec des dénominations un petit peu différentes. Et en fait, en parallèle, on en a profité pour faire une convention entre l'AFPA et l'association CyberEdu pour officialiser un petit peu ce travail qui avait été entamé, et puis d'autres choses qu'on envisage ensemble. Ce qui est intéressant, et c'est vraiment quelque chose qu'on fait dans l'esprit de CyberEdu, c'est que ces 4 titres n'ont pas vocation à former des spécialistes en sécurité numérique. Ce sont des acteurs du système d'information qui vont faire la sécurité. Donc on est vraiment pleinement dans ce qu'on veut faire. On n'est pas dans le spécialiste, mais on est dans la personne qui doit être consciente que la sécurité est importante. Donc en 2018, eh bien, on a eu la commission là, qui s'est réunie en début mars, et dans laquelle, en gros, tout ce travail a été officialisé et qui mènera à l'entrée en vigueur de ces nouveaux titres au deuxième semestre 2018. Et puis, ce qu'on envisage maintenant, c'est de travailler sur 2 autres axes. Donc, il y en a un, c'est la formation de formateurs. Donc, on invite les gens de l'AFPA aux journées CyberEdu, à Colmar et à Nantes. Alors, à Colmar, il y en a un qui a dû reporter. On a aussi offert la possibilité aux formateurs de l'AFPA d'accéder au cours du CFSI. En fait, on a juste officialisé le fait qu'ils y avaient droit, puisque, dépendant de la sphère publique, ils y ont droit. Et l'objectif, c'est de construire à partir de ça, avec les personnes de l'AFPA intéressées, de quoi transmettre le message et transmettre les discussions qu'on a sur comment intégrer la sécurité, comment parler de sécurité, et éventuellement échanger des ressources. Le deuxième aspect sur lequel on va essayer de travailler en 2018 dans le cadre de cette convention, c'est l'intégration de bonnes pratiques dans tous les titres professionnels. Donc là, l'idée, encore une fois, hein, c'était la troisième personne, c'est-à-dire qu'on a vu les experts, bon, ok, on a vu les acteurs du système d'information, mais il y a aussi tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde utilise l'informatique dans toutes les professions. Un architecte, même un maçon, quand il gère son entreprise, évidemment, il va avoir de l'informatique à gérer. Le bâtiment, en plus, c'est très particulier parce qu'il y a des choses qui poussent à ce qu'ils utilisent énormément l'outil informatique, globalement. Donc c'est partout. Et au-delà des spécialistes en sécurité, au-delà des acteurs du système d'information, il faut s'adresser à tout le monde. Et c'est un peu le genre de choses auxquelles on aimerait participer avec l'AFPA et l'association CyberEdu. Alors, j'ai même mis une conclusion, c'est vachement bien. Donc, encore une fois, hein, je sais que je me répète, mais c'est vraiment le message principal pour CyberEdu. La sécurité, ça n'est pas qu'une affaire de spécialistes. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que ce sujet soit pris en compte dans les formations donc, du supérieur en informatique et au-delà. Et c'est vraiment quelque chose pour lequel je remercie l'AFPA, c'est d'avoir entamé ce travail dans le cadre de la formation continue pour nous aider à toucher aussi ce monde-là qui, soyons honnêtes, on connaissait assez peu. Même si on en faisait, on connaissait notre formation continue, mais on ne connaissait pas forcément tout le monde et tout le catalogue AFPA. Et donc, on est content d'avoir entamé ce travail avec l'AFPA depuis 2017. Ouais, il y a un peu plus d'informations sur le site cyberedu.fr, et je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention.